Quand on parle d'IA générative, on pense souvent aux grands noms, comme les GAN ou les modèles de diffusion. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un concept vraiment fondamental. Un pilier qui ne se contente pas de générer, mais qui cherche d'abord à comprendre la structure profonde de nos données, l'auto-encodeur variationnel ou VAE. Pour bien comprendre, imaginez un truc. On est dans une soirée, ça parle dans tous les sens, la musique tourne. Pour un cerveau humain, c'est assez facile de se concentrer sur une seule conversation. Mais pour une machine, comment est-ce qu'elle pourrait bien démêler ce brouhaha? Eh bien, ce scénario, ça porte un nom, c'est le fameux problème du cocktail party. C'est un casse-tête classique en traitement du signal. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas de copier bêtement les sons. Non, il faut une sorte de compréhension, une capacité à identifier des sources différentes dans un grand mélange. Et c'est pile poil pour ce genre de tâche de démêlage que les VAE sont excellents. Alors comment ça marche au juste, un VAE? Pour vraiment piger le concept, il faut d'abord jeter un œil à son ancêtre, l'auto-encodeur tout simple. L'idée de base est assez simple. On a un encodeur qui prend une donnée, disons une image, et hop, il la comprime en une représentation super compacte. Juste après, un décodeur prend cette version compressée et essaie de refaire l'image de départ. C'est un super outil de compression, c'est sûr, mais sa vision du monde est, disons, très rigide. Et c'est là que se trouve toute la différence, toute la magie du truc. Là où un auto-encodeur classique va associer une image à un seul point, un code unique et figé, le VAE fait quelque chose de beaucoup plus malin. Il ne mémorise pas juste un point, il apprend une véritable carte, un paysage continu des données où chaque petite variation a sa propre place. Cet espace, on l'appelle l'espace latent. Pour se le représenter, c'est comme une carte de visage. Dans un coin, on aurait tous les visages qui sourient. Si on se déplace un peu sur la carte, les sourires s'atténuent, deviennent neutres, puis se transforment en froncements de sourcils. C'est pareil avec des cartes à jouer, par exemple. Le modèle va naturellement regrouper tous les pics ensemble, tous les cœurs dans une autre zone, et ainsi de suite. Mais attention, cette carte, ce n'est pas juste un outil pour classer ou analyser. C'est aussi un vrai terrain de jeu pour la création. Et c'est à ce moment-là que le VAE devient vraiment un modèle génératif. Le processus est assez fascinant. D'abord, le VAE n'apprend pas des positions fixes, mais plutôt la probabilité de trouver un certain type de données à un endroit de la carte. Ensuite, grâce à une technique clé, une petite astuce qu'on appelle la reparamétrisation, il peut choisir au hasard un tout nouveau point sur cette carte. Et enfin, il donne ce point au décodeur qui le transforme en une donnée complètement nouvelle mais cohérente. Une image, un son qui n'a jamais existé. Bien sûr, le VAE n'est pas tout seul dans l'arène des modèles génératifs. Pendant des années, son plus grand rival, c'était un autre poids lourd de l'IA, les réseaux antagonistes génératifs, les fameux GAN. Cette comparaison met en lumière un compromis vraiment fondamental. Les GAN, c'est un peu les maîtres faussaires de l'IA. Ils sont incroyables pour produire des images ultra réalistes, quasi parfaites, mais leur entraînement est souvent un vrai cauchemar, très instable. Les VAE, eux, sont plus comme des artistes méthodiques, des architectes. Leurs créations ont pu paraître un peu plus floues par le passé, mais ils ont une compréhension bien plus profonde de la structure des données, ce qui rend leur entraînement beaucoup, beaucoup plus stable. D'ailleurs, cette citation résume parfaitement le dilemme. En gros, les GAN gagnent souvent le match de la perception humaine, de la qualité visuelle pure, mais les VAE, eux, sont les champions de la modélisation statistique, c'est-à-dire de la compréhension de la structure cachée derrière les données. Et même face aux nouveaux rois de la génération d'images, les modèles de diffusion, les VAE gardent un avantage de taille, la vitesse. Créer une nouvelle image ou un nouveau son est souvent bien plus rapide, ce qui est absolument crucial pour pas mal d'applications. Bon, on a vu la théorie, mais dans la vraie vie, ça sert à quoi tout ça? Parce que la véritable force des VAE, c'est leur polyvalence. Ils sont utiles bien au-delà de la simple création d'images. En finance, par exemple, ils sont capables de générer des milliers de scénarios de marché pour tester la solidité des stratégies. En médecine, chose incroyable, ils peuvent isoler les battements de cœur d'un fœtus de ceux de sa mère sur un électrocardiogramme. En audio, ils résolvent notre fameux problème du cocktail party. Et en science, ils peuvent analyser des images de microscope pour comprendre l'organisation de la matière. C'est un vrai couteau suisse. On le voit, le VAE est loin d'être une relique du passé. Au contraire, il connaît un vrai retour en force. Mais cette évolution, cette nouvelle puissance, soulève aussi des questions assez fondamentales. D'abord, sa plus grande faiblesse, ce fameux problème des images un peu floues, est en train de disparaître. Des architectures récentes, comme un modèle qui s'appelle NVAI, montrent qu'il est tout à fait possible de générer des images en haute résolution qui n'ont plus à rougir face à la concurrence. Mais il y a un mais.
Si un modèle devient extrêmement doué pour cartographier notre monde, il va aussi, logiquement, cartographier nos défauts, nos biais, nos injustices. Et comme le dit très bien cette citation, le but n'est pas de créer une machine qui reproduit parfaitement nos erreurs. L'exemple ici est très clair. Imaginez qu'on entraîne un modèle avec des milliers de photos des candidates au concours Miss France. Le modèle va vite remarquer que certains groupes ethniques sont statistiquement moins représentés. À partir de là, il pourrait en déduire, à tort, que ces candidates ont moins de chances de gagner. Et voilà comment on crée une boucle de discrimination qui se renforce elle-même. Et tout ça nous amène à une question essentielle pour l'avenir. Alors qu'on cherche à ce que l'IA dessine une carte de notre réalité toujours plus fidèle, on doit aussi se demander quelles sont les zones de cette carte qu'on ne veut surtout pas qu'elle explore. Quelle partie de notre monde, finalement, on ne veut tout simplement pas qu'elle apprenne à reproduire.